Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Depuis le mois de septembre et la mort de cette jeune femme, Mahsa Amini, qui est morte après avoir été interpellée par la police des mœurs, soi-disant pour un foulard mal porté. Où en est la répression de ce mouvement en Iran? On en parle dans un instant avec notre invité, on en parle même tout de suite avec notre invité David Rigoulet. Bonjour à vous. Bonjour. David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous êtes par ailleurs chercheur associé à l'IRIS et chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. On parle de la répression en Iran parce que chaque jour, sur les réseaux sociaux, on voit un nouveau visage, un jeune homme de 20 ans, une jeune femme, un jeune homme de 30 ans. Et on apprend qu'il a été exécuté, qu'il a été pendu. On apprend encore aujourd'hui 3 nouvelles condamnations à mort. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont mortes depuis le début de ce mouvement de contestation en Iran? Alors c'est difficile à évaluer parce qu'on estime qu'il y aurait plus de 500 morts et plus de 18 000 arrestations, mais en même temps les chiffres sont extrêmement difficiles à établir parce qu'il y a des décès qui ne sont pas comptabilisés et puis il y a un trou noir concernant les prisons, les incarcérations. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a une répression féroce parce que le régime fait tout pour se maintenir, évidemment, à n'importe quel prix. Alors comment se passe ce couloir de la mort, si j'ose dire? Qu'est-ce qui a été le parcours de ces condamnés, ces malheureux condamnés? C'était des manifestants en général, plutôt jeunes, arrêtés dans la rue parce que manifestants? Oui, alors en décembre, il y a eu deux exécutions, Moshem Shekari et Majid Radavard, dont l'image de la pendaison a fait le tour du monde, pendaison à Machhad. C'était un premier message qui était adressé aux manifestants, effectivement 2 jeunes, 23 ans et une vingtaine d'années, et puis là, viennent d'être pendus 2 nouveaux, un jeune, notamment ancien champion d'arts martiaux, et un trentenaire, qui est effectivement, c'est la confirmation d'une gradation, on va dire, dans l'application de la peine capitale. Je dis gradation parce qu'en fait, toutes les condamnations à mort n'ont pas été encore exécutées, mais c'est pour montrer qu'elles peuvent l'être et que le pouvoir ne cédera pas là-dessus. Il s'agit de terroriser en fait la population de la part vis-à-vis de manifestants en fait qui ont été accusés d'avoir agressé des membres des forces de l'ordre, notamment des Bassidji, avec des aveux le plus souvent extorqués sous la torture. Effectivement, c'est des conditions absolument dramatiques. Est-ce que cette forme de terreur fonctionne? Est-ce que les manifestations se sont calmées par peur ou est-ce qu'au contraire ça continue? Alors, il y a une modification en fait des formes de la contestation. Statistiquement, il y a une baisse relative en fait du nombre et même de la taille des manifestations, même s'il n'y a jamais eu une manifestation de masse. En fait, c'est des manifestations groupusculaires, horizontales, parfois improvisées pour épuiser les forces de l'ordre. Mais là, incontestablement, il y a un tassement en termes de manifestation, ce qui ne veut pas dire du tout que le fond de la contestation est disparu. Il y a une logique d'étouffement de la part du pouvoir qui s'est parfaitement joué sur divers registres. D'ailleurs, il vient d'annoncer la libération de 2 figures de l'opposition, Majid Tabakoli et Hossein Ronahi, pour montrer qu'il y a pour instaurer le doute auprès de la contestation, en montrant qu'il peut faire preuve de clémence, même si évidemment, sur le fond, c'est absolument pas le cas. Le régime souffle donc le chaud et le froid, si j'ose dire. Alors c'est même dramatique de le dire quand on parle de pendaison, parce que malgré tout, la répression continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sortent dans la rue et qui crient « mort au guide suprême », puisque c'est globalement le slogan qu'on a entendu le plus souvent, risquent d'être arrêtés, risquent d'être torturés, de devoir avouer des choses qu'ils n'ont pas commises et de se faire pendre? Ah oui, il y a des disparitions. Il y a d'abord parce qu'il y a des identifications d'activistes qui font l'objet d'enlèvements jusque dans leur domicile, de disparitions. Les parents ont parfois beaucoup de mal à avoir des nouvelles de leurs proches. Je parlais d'un trou noir dans les prisons. Certains décèdent et les certificats de décès sont consignés comme étant à caractère accidentel, alors que personne évidemment n'est dupe. Et parfois même les corps sont inhumés de manière anonyme pour éviter que la famille puisse les récupérer, ce qui d'ailleurs évidemment accentue l'incertitude sur les chiffres des décès et des disparitions. Et ce qui est quand même absolument épouvantable pour les familles qui sont, j'imagine, maintenues dans l'ignorance, c'est quand même épouvantable. Est-ce qu'on peut dire que le régime est en train de gagner la partie ?
Alors, il y a beaucoup d'interrogations parce qu'en réalité, le régime déploie une stratégie qui est assez habile, c'est-à-dire faite d'une répression féroce et d'une fausse clémence à certains moments pour pouvoir gérer effectivement des mouvements qui l'ont ébranlé, qui l'ont déstabilisé au début parce que l'ADN du régime ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, il ne le comprend toujours pas d'ailleurs, mais il a un certain nombre d'atouts encore dans sa manche, si j'ose dire, parce que d'abord, il n'y a pas le mouvement de contestation depuis 4 mois n'est pas structuré verticalement, il n'y a pas une expression politique alternative, c'est ce qui faisait la force, mais aussi la faiblesse, on le voit aujourd'hui, de cette contestation, et le gouvernement, les autorités jouent évidemment là-dessus depuis le début, et puis il y a un épuisement, alors qu'il est de part et d'autre, à la fois de la contestation et des forces de sécurité, et puis aussi il y a la situation économique, qui fait que les gens sont d'une certaine manière sur un mode survie actuellement, et ça fait aussi les affaires entre guillemets du régime qui peut en imputer la responsabilité à l'extérieur. Concrètement, quels sont les différents scénarios et surtout quel est le scénario le plus probable aujourd'hui? C'est un étouffement progressif du mouvement, des enterrements tristes mais en silence et le fait que le régime puisse garder le pouvoir calmement? Alors, c'est une course de fond en réalité entre deux déterminations antagonistes, à la fois la contestation qui peut cesser sous certaines formes, c'est-à-dire sous les formes initiales de mobilisation dans les rues, mais qui ne cesse pas sur le fond. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modalités différentes de soutien aux enseignants, de défiance avérée vis-à-vis du port du voile, puisqu'aujourd'hui dans les rues beaucoup de femmes ne le portent plus. Alors effectivement, pour l'instant, il y a l'illusion que les choses ont changé. Oui. Elles ont changé d'une certaine manière, de façon irrémédiable, ce qui ne veut pas dire que le régime est menacé. Le régime n'est pas menacé de renversement immédiat, mais sur le fond, il est condamné. Il est condamné à terme parce qu'aujourd'hui, il est totalement déconnecté de sa population. Il y a une gouvernance avide et que de toute façon, la population ne se reconnaît plus dans les paradigmes initiaux de la République islamique. Et c'est ça qui est très nouveau avec ce qui s'est passé depuis 4 mois, ce qui n'était pas le cas des précédentes manifestations. C'est ça qui a changé. Alors vous dites que la population ne se reconnaît plus dans les paradigmes du régime, mais de quelle population on parle? De toute la population, des montagnes aux campagnes en passant par les grandes villes, ou de la jeunesse étudiante des grandes métropoles? Pas seulement de la jeunesse étudiante, même si effectivement il y a eu un focus particulier parce qu'avec le décès de Mahsa Amini, ça a concerné d'abord la jeunesse féminine puis masculine, mais sur le fond, il y a un mouvement profond de sécularisation depuis plusieurs décennies de la société iranienne, qui est de plus en plus sécularisée, alors que évidemment le pouvoir s'arc-boute sur les principes fondateurs de la République islamique, dont le voile était un abcès de fixation finalement, et aujourd'hui dès les premières manifestations, c'était pas seulement la contestation du voile, c'était la contestation des fondements même du régime. Alors même si le régime se maintient par une stratégie élaborée, sur le fond, de toute façon, il ne fera pas de vieux os pour vous, en tout cas pas de cette manière. Il est structurellement condamné de toute façon parce que sa population aspire à autre chose. Comment ça s'explique d'ailleurs? C'est intéressant quand même. Quand vous dites que la population, la société se sécularise, c'est-à-dire qu'on a un pays qui est de moins en moins religieux, alors même que ça fait des décennies qu'il vit sous la coupe d'une dictature religieuse. Comment on explique un tel loupé dans un régime totalitaire? D'abord, il y a un épuisement idéologique. Toutes les révolutions connaissent, quelles qu'elles soient, connaissent un épuisement idéologique. Il se trouve que la forme qu'a prise de la révolution islamique de 1979 a établi un système théocratique, entre guillemets, c'est-à-dire avec la primauté du politique sur le religieux, qui était une anomalie d'ailleurs dans la culture chiite. Mais il se trouve que la population, au fil des décennies, d'abord éduquée, il y a un phénomène d'éducation massif, dont les filles sont aujourd'hui majoritaires dans les universités. Et il y a l'idée... C'est important de rappeler que l'Iran n'est pas l'Afghanistan, ça c'est vrai? Non, absolument pas, justement. C'est une population très éduquée et donc justement l'éducation a accéléré cette évolution sociétale qui fait qu'aujourd'hui, finalement, en réalité, les mosquées sont vides, à l'exception de celles qui sont présentées et destinées à l'étranger, mais la population peut avoir une piété intime, personnelle, mais elle ne supporte plus les prescriptions religieuses qui sont inhérentes au système en cause. Et aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, de plus en plus de photographies de femmes qui ne portent pas le voile alors que c'est interdit en Iran dans l'espace public, notamment dans les transports en commun. Ça veut dire qu'elles peuvent se permettre de le faire sans être immédiatement arrêtées à ce stade?
Alors là, il y a une nouvelle stratégie qui semble devoir être mise en œuvre, c'est-à-dire un système de contravention pour celles qui seraient prises justement en défaut du port correct du voile, mais non plus une pénalisation comme c'était jusqu'à présent. C'est une manière de lâcher un peu de lest, mais sur le fond, rien n'a changé. Sur le fond, évidemment, l'idée de l'imposition du port du voile fait partie de l'ADN de la République islamique, même si cette dernière essaie de trouver des modalités d'application qui deviennent de plus en plus compliquées à mettre en œuvre. Et ça restait en tout cas son diktat le plus visible et donc le plus symbolique. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio pour cet éclairage. La répression qui va malheureusement pas s'arrêter, c'est la raison pour laquelle on continuera aussi avec André Berkoff à parler de la répression qui s'abat sur les femmes et les hommes iraniens. D'ailleurs, merci à vous David Rigolet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique.